Denis, tu peux nous faire le A? L'œil de poisson, globalement, ça n'a pas beaucoup de goût. L'épreuve des poteaux, c'est une spécificité française qui a été conçue par Yann Le Gac, le père Fouras de Fort Boyard. Do you know Survivor? Oh my God, I love Survivor. Why you speak of Survivor? Et là, c'est là que je lui dis, you know Jeff Probst? Oh, Jeff Probst, amazing host for the Survivor since many, many years. I'm the French Jeff Probst. No, yes, no, yes, no. Bonjour Denis Brognard. Bonjour. Bienvenue sur Brut, on est chez TF1. Ouais. TF1 qui fête ses 50 ans. Dans cette salle même, j'ai interviewé Gilles Boulot, récemment, le présentateur du 20h de TF1. Il y a un truc qui me frappe, c'est qu'entre Gilles Boulot et vous, vous êtes quand même, je sais pas ce qu'ils servent à la cantine de TF1, mais franchement, vous êtes 57 ans, vous ne les faites pas du tout. Bah, Gilles, il est un peu plus âgé que moi, mais on a un point commun. C'est qu'on est des boulimiques de sport et de course à pied, et qu'on essaye, plus les années passent, de faire attention à nous, quoi. Je pense on essaye d'avoir une vie relativement saine. Ouais, le sport, c'est vraiment un truc qui vous caractérise. On va en parler, on va parler de vous. Moi, je suis embêté parce que je te tutoie et tu me vous vois. Alors, parlons-en. Parce qu'on en parlait juste avant que la caméra s'allume. Là, je disais, ouais, moi, j'ai tendance à vous voyez. Vous dites, ouais, bah, comme tu veux, machin. On va se tutoyer. Mais c'est une question qui m'interroge. Et alors, tu me disais, je te tutoie, que toi, justement, au début, tu n'étais pas trop branché tutoiement. Je voulais pas. Et je trouvais qu'on excluait un peu le téléspectateur ou l'auditeur. Et puis je suis revenu là-dessus parce que voilà, le tutoiement c'est un peu c'est pas une marque de familiarité, c'est peut-être créer une forme de proximité avec toi, mais aussi avec ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai un peu bossé le dossier Denis Brognard. Bah, je vois, t'as des fiches. J'ai plein de fiches, alors je les montre. Pas de questions, j'écris pas mes questions, mais j'écris des... T'as des fiches, mais sans questions. Ouais, j'ai des trucs marqués. Là, par exemple, voilà, je lis mes fiches. Si je lisais mes fiches, je dirais, quand vous avez dit dans plusieurs de vos interviews, parce que j'en ai regardé pas mal... Alors là, tu commences à me vous voyer à nouveau. Merde, c'est vrai. On repart sur là-dessus. Tu m'as dit, quand tu croises les gens dans la rue, en fait, ils te disent 3 choses. La première, ils te disent en général que être plus grand qu'en vrai, et c'est vrai. Tu fais 1m91, donc je confirme, effectivement, tu fais plus grand qu'à la télé. Et puis, il y a 2 trucs qui reviennent. C'est le A. Même le A. Peut-être qu'on peut en parler, parce que je sais que si on n'en parle pas, les gens dans les commentaires, ils vont mettre le A. Mais t'as raison, mais tu sais, il y a plein de gens qui pensent que c'est un gimmick que j'ai créé ou que c'était une habitude de langage. Mais pas du tout. J'avais pas du tout cette façon de parler. Je disais très rarement « Ah !» Sauf que il y a un internaute qui a créé un espèce de clip en prenant des extraits d'une candidate de Koh-Lanta, une candidate suissesse à qui je posais une question au conseil. Et c'est vrai que sa réponse... On peut la rappeler, la question, pour ceux qui ne savent pas. La question, c'était... Je m'en souviens même plus, moi. C'était alors, vous auriez aimé avoir un homme dans votre équipe? Et elle te dit, bah oui, comme ça, on aurait eu une cabane. Ah oui, c'est ça. Et là, moi, je dis un truc genre, ah bon, parce que les femmes ne savent pas. Et je fais ce fameux A. Et ça a été vu des dizaines de millions de fois. Et c'est vrai que maintenant, j'en joue. C'est-à-dire que dans les voix off de Koh-Lanta, je le dis. Parfois, je le dis aussi. Mais c'est finalement ce qu'a réalisé comme clip cet internaute qui a provoqué chez moi cette forme de petite habitude. Mais c'est vrai que tous les gens me disent à un moment ou à un autre, quel que soit leur âge, Denis, tu peux nous faire le A? Donc je vais le faire une fois, puis comme ça on sera tranquille. Le A! Je suis bien avec toi chez Brut. Tu sais qu'il y a un truc un peu plus profond quand même, c'est que ça fait partie de la culture Internet. Et c'est intéressant de dire culture Internet. La pop culture même, mon mec. Exactement. Et c'est un peu Koh-Lanta, pour moi, ça fait partie de la pop culture maintenant. C'est Koh-Lanta, alors c'est 23 ans, près de 23 ans que tu présentes, et ça appartient à la pop culture. Est-ce que tu en as conscience de ça? Non, mais j'ai pas conscience de l'impact de Koh-Lanta. Alors évidemment, j'en ai conscience quand j'en parle avec des gens. J'en ai aussi conscience, je vais te dire, c'est très symptomatique. Je pense qu'il y a de plus en plus un décalage entre mon âge, 57 ans, et j'ai pas peur de le dire parce que je suis en forme, puis j'essaye de le rester. Et puis l'âge des enfants, des jeunes qui me regardent. Et tu vois, j'aurais jamais pensé qu'un gamin de 10 ans viendrait me voir et me regarderait comme ça en disant est-ce qu'on peut faire une photo? Enfin, voilà, j'ai une forme de proximité avec des gens de tous les âges, de tous les milieux socio-culturels, socio-professionnels, des parents, des grands-parents, des enfants et même des tout-petits. Et j'en veux pour preuve aussi, souvent le classement, qui est un classement qui m'amuse, c'est celui du journal de Mickey, où je suis souvent bien placé, parce qu'encore une fois, Koh-Lanta, c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. C'est quelque chose qu'on regarde en famille, avec ses grands-parents, avec ses parents, puis ça fait tellement longtemps. C'est-à-dire ceux qui avaient 5 ans quand on a commencé, ce sont des adultes. Ceux qui avaient 20 ans, ce sont des parents. Voilà, et ceux qui avaient 40...
Donc tout le monde regarde Koh-Lanta, tout le monde connaît cette émission, c'est ça qui me fascine, mais j'ai du mal à prendre conscience de l'impact global de cette émission. Je sais que c'est un gros succès et qui ne se dément pas d'année en année, et c'est ça qui est génial. Une des choses que les gens te disent quand ils te croisent dans la rue aussi, c'est le fameux gimmick, ta fameuse phrase, la sentence est irrévocable. La fameuse sentence est irrévocable. Alors j'ai tapé ça dans Google, et donc ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait ça venait de la saison 5 de Koh-Lanta, qui a quand même eu 4 saisons sans cette phrase, que tout d'un coup elle est apparue. Comment elle est née, cette sentence? Alors, j'en parle avec d'autant plus de distance et de discernement, c'est que moi, au départ, je n'étais pas favorable à ça. Ah ouais? Le responsable de Koh-Lanta à TF1 m'avait dit, tu sais, il faut qu'on charte le truc. Et comme aux États-Unis, Jeff Probst, l'Américain, lui, il avait des phrases très chartées, très organisées et qui revenaient. Survivor, parce que Survivor, effectivement, Koh-Lanta est un show international créé par Charlie Parsons en Angleterre. Et pour te dire que les Anglais et les Français sont très différents, c'est que c'est un four en Angleterre. Ils vont même pas au bout de la première saison. Et là, lui, il se dit, finalement, je n'ai pas créé quelque chose de formidable. Sauf qu'il y a un producteur américain qui s'appelle Mark Burnett, qui, lui, a le pif et dit, ça ne marche pas en Angleterre, ça va marcher chez nous. Et donc, il achète le concept. Il ne le loue pas. Tu sais, normalement, un concept, tu le loues à celui qui l'a créé. Et puis, tu renégocies tous les 3, 4, 5 ans. Mark Burnett, il l'achète. Aux États-Unis, ça fait, je ne sais plus à combien de saisons ils en sont, mais 30 ans et plus de 30 ans, avec le même animateur, Jeff Probst. Voilà. Donc tu es le Jeff Probst. The friend Jeff Probst. Tu sais que ça m'a sauvé la vie un jour. À Phoenix, dans le désert, en Arizona. J'ai vu ça, avec 2 flics qui t'arrêtent. Non, mais avec un flic. Ah oui? Un flic. Je fais un essai pour une nouvelle Mercedes. Pour Automoto, et je suis à la bourre. On est parti, Phoenix, il fait beau 300 jours par an, ce jour-là, il pleut à Phoenix. Donc on est retardé, etc. Mais on doit être à 200 km de l'autre côté du désert assez rapidement. Et je suis à la bourre. Donc je dis, bon, j'ai une belle voiture, c'est tout droit, évidemment je peux rouler, et je roule. À combien? Et là, je devais être à 180, tu vois, un truc comme ça, et d'un seul coup, je me fais arrêter par un flic. C'est pas bien. Ah non, mais c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Mais j'avais pas une âme qui vive dans cet endroit-là. Donc, très rude au départ. Hein. Le type tout seul dans sa bagnole, mettez-vous là. Je suis pas collé à sa voiture, mais en tout cas de dos. Il me tient à distance. J'ai un caméraman qui commence à dire non, mais je vais vous expliquer. Non, tu vas rien nous expliquer. Toi, tu restes dans ta voiture derrière parce qu'ils étaient derrière moi avec un peu de retard. Comme dans les films, en fait, quoi. Comme dans les films américains. Et puis on discute. Et il me dit, il se marre parce qu'il me dit, ça fait 2 jours que vous faites les essais là. Il me dit, j'ai chopé ton collègue allemand hier. Donc, je suis entre guillemets, je suis fait comme un rat, quoi. Et on discute. Et je peux pas me retourner. Je suis pas face à lui quand même. Hein, il accepte pas, mais je me tourne un tout petit peu. Et d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je repense à quelque chose qui m'était arrivé à Cuba dans les années 90. Je commentais l'athlétisme sur Eurosport et je vais en vacances à Cuba. Et je me souviens que Javier Sotomayor, le recordman du monde du saut en hauteur, m'a dit « Faisons une photo tous les deux, tu la mets dans ton portefeuille, si tu te fais arrêter par les flics à Cuba, quelle que soit la raison, puisqu'ils vont vouloir backchicher, tu montes cette photo, je peux te dire que c'est mieux que ton passeport. » Et c'est ce qui s'est passé à Cuba. Ah ouais? Parce que j'ai traversé Cuba de part en part, et j'étais avec un petit 4x4, et je me suis arrêté sans arrêt. Et donc là, je me dis, donc je réfléchis en même temps, parce que je me dis, non seulement il va me garder la voiture, et moi j'en ai besoin pour mon tournage, ça va me coûter cher, et d'autant qu'il avait déjà commencé à remplir son papier, je ne sais pas ce qu'il mettait, mais il remplissait. Et puis d'un seul coup, j'ai l'idée de lui dire, do you know Survivor? Oh my God, I love Survivor. You love Survivor? Me too. Why you speak of Survivor? Et là, c'est là que je lui dis, you know Jeff Probst? Oh, Jeff Probst, amazing host for the Survivor since many, many years. Et je lui dis, à ce moment-là, je dis, I'm the French Jeff Probst. No, yes, no, yes. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui montre une photo de Jeff Probst et moi, qu'on avait prise au Fidji, et puis je lui montre sur Internet un extrait du Survivor français avec moi. Ça a été terminé. Il n'a pas pu, ça m'a coûté $100, parce que comme il avait commencé son papier, son bordereau, il ne pouvait pas l'annuler. On est reparti, on s'est fait un check, ça a été génial. Voilà, voilà. Alors, je te cache pas que ça ne m'est jamais arrivé en France, ce genre de situation. Mais là, je trouvais que le truc était assez incroyable. Et franchement, mais on a discuté, il m'a posé 10 000 questions. Ok, c'est marrant ça. C'est drôle. Et tu sais, j'ai commencé dans les clubs de vacances. Au Club Med. Ouais, au Club Comme Med. Vincent Lagaffe. Exactement. Et comme d'autres. Il y a Bruel aussi qui a commencé au Club Med. Ouais. Et, Patrick Bruel? Et ouais.
D'accord. Et moi, j'ai adoré. Moi, j'étais maître nageur, éducateur de tennis. Et je me souviens que, notamment à Marbella, quand je travaillais là-bas, j'ai jamais été le plus grand danseur et surtout le plus grand assidu la nuit pour répéter les chorégraphies, tu sais, avec un chapeau et machin. En revanche, j'avais déjà un peu la tchatche. Et comme je faisais les jeux apéro au bord de la piscine avec un micro, le chef de village m'avait repéré. J'étais le remplaçant du chef de village pour présenter les soirées, donc le soir où il n'était pas là. Et puis comme il n'avait pas un très bon accent anglais et que je parlais mieux anglais que lui, c'est moi qui faisais souvent, quand on avait des groupes importants d'anglais ou en tout cas de gens qui ne parlaient pas notre langue, qui faisaient la traduction, un peu le Nelson Montfort du chef de village pour traduire. Donc voilà, mais... j'ai un anglais, comme je dis toujours, j'ai un anglais parlé. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, je me démerde. Ouais. Maintenant, si tu me demandes d'écrire une lettre chiadée, etc., ce sera un peu différent. Bon, et alors, la sentence est irrévocable. Ça vient d'où, cette histoire-là ? Ça vient, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Moi, je voulais, à un moment, tu sais, très journaliste, on me dit pas ce que je dois dire. Je dirais ce qui me passe par la tête à l'instant T, en fonction du candidat. Et là, je me souviens, Christian Lebozec, donc responsable de Koh-Lanta pour TF1, m'a dit « Non, franchement, Denis, il me l'a dit avec tact, mais avec fermeté aussi, il me dit « Franchement, non. Non. » Mais tu sais, c'est comme le nom, au départ. Au départ, on voulait appeler ça les aventuriers de Koh-Lanta la première année, puis la deuxième parce que c'était sur l'île de Koh-Lanta, puis l'année d'après. Et je me souviens très bien qu'à la pub, ils nous ont dit « Mais attendez, comment voulez-vous qu'on markete le truc ?» Si tous les ans, le programme change de nom. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant, on peut appeler ça Koh-Lanta Philippines, ou Koh-Lanta Polynésie, ou Koh-Lanta avec la thématique. Mais Koh-Lanta, voilà, ça restera le nom. C'est pareil pour la sentence est irrévocable. Et puis, il y a à la fin, il n'en restera qu'un aussi. Enfin, des moments qui sont devenus... c'est vrai, cultes. Et le nombre de gens qui disent alors, votre sentence est irrévocable ce matin, je suis arrivé avec mes béquilles parce que j'ai mal au genou et que je viens de me faire opérer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'ascenseur, « Denis, la sentence est irrévocable. » Voilà, mais ça m'amuse. Et encore une fois, je pourrais être agacé en disant « Oh, tout le temps on me dit ça. » Mais non, mais c'est formidable. Combien il y a de gens qui peuvent se targuer d'être à la tête d'un programme télé qui a laissé autant de repères aux gens, quel que soit leur âge. Je vais te parler franchement. Moi, j'ai dit, avec plein de potes à moi, là, j'ai interviewé Denis Brognard. Je leur ai dit, alors, qu'est-ce que tu demanderais à Denis Brognard ? Je me fais la voix de mes amis. Ouais, bien sûr, c'est bien. Non, mais c'est les gens qui regardent. Exactement. Et alors, évidemment, tout le monde me parle de Koh-Lanta. Ouais. Parmi les questions que mes amis m'ont demandé de te poser, il y a cette fameuse question, mais c'est quoi le quotidien de Denis Brognard quand il est, parce que ça dure 40 jours, je fais un tournage d'une saison. Concrètement, c'est quoi ta journée type ? J'ai pas de journée type, parce que le jour du conseil, je travaille à la présentation le soir, parfois les jeux c'est le matin, parfois c'est l'après-midi, des répètes avant, pendant, après. Et puis encore une fois, je te dis, la présentation c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qui peut se faire et qui ne se voit pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs ça désarçonne souvent les candidats, c'est-à-dire que je ne suis pas avec eux sur le camp, mais je sais tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc je suis en collaboration et en connexion permanente avec les journalistes, avec les rédacteurs en chef de l'émission, avec le producteur. Parce que finalement, Koh-Lanta, c'est un parachute. Et tu as des suspentes et il faut que tu puisses, de manière très fine, gérer quelque chose qui n'est que de l'humain. C'est-à-dire que tu mets pendant 40 jours une vingtaine de personnes dans 2 équipes avec la parité respectée. Premier jour, sur 3 jours, à chaque fois, ça se répète. Premier jour, tu as un jeu de confort avec une récompense à gagner si tu l'emportes. Deuxième jour, tu as une épreuve d'immunité. Si tu perds, tu vas au conseil et tu risques d'être éliminé. Voilà. Mais comment ça se prépare concrètement un conseil ? Par exemple, le conseil... Un conseil, c'est-à-dire, ça se prépare jour par jour, c'est-à-dire avec des informations qui sont données. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des informations que je garde pour moi pour mieux comprendre le contexte, mais que je ne peux pas divulguer. C'est-à-dire que si toi, tu es candidat à Koh-Lanta et que tu es face à un journaliste en one-to-one et que tu dis Brognard, je l'aime pas, voilà. Ça, moi, je ne peux pas l'utiliser parce que tu l'as dit à la caméra. Si en revanche, tu es avec toute ton équipe et tu dis « Putain, Brognard, tu me casses les couilles », etc. Putain, on n'a plus le droit, on n'a pas le droit de parler. Brognard, tu m'emmerdes, tu vois. Là, moi, je peux en parler puisque ça a été dit et exprimé au vu et au su de tout le monde. Donc, tu vois, il y a ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Ouais. Ce qui me donne des billes pour mieux comprendre le contexte global, mais que je garde pour moi. Et puis, ce qui me permet ensuite d'échanger. Et le conseil, c'est en fait l'endroit où on peut finalement mettre à plat ce qui se passe
Et ça se prépare. On fait une réunion, tu vois, si le conseil, on le débute à 19h dès que la nuit est tombée, moi j'ai une réunion à 16h, tu vois, 16h, 17h, 17h15. Et ensuite, j'ai 1 heure d'écriture, c'est-à-dire j'écris mes questions, etc. Sachant que je n'ai ni prompteur et je me démerde avec ça. Mais moi, écrire ce que je vais dire, ça me donne déjà un canevas très précis de ce que sera le conseil. Et puis ensuite, on a 4-5 thématiques par conseil. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui sont intéressantes, d'autres qui le sont moins. Ça veut dire que c'est scénarisé ? Ah, c'est pas du tout scénarisé. Absolument pas. Mais on n'a pas besoin. Quand il y a toujours ce soupçon, hein, j'en parlais. Mais oui, mais non, mais... c'est scénarisé, ils font gagner un tel, machin. Pas du tout. Mais tu sais, moi je dis toujours... Et je leur dis aux candidats quand ils arrivent, je fais le premier plateau parce que je ne les ai jamais vus avant, c'est enregistré, et une fois que le premier plateau est fait, je leur serre la main à chacun et je les appelle par leur prénom. Donc ils sont déjà surpris que je connaisse leur prénom dès le départ. Et puis ensuite je leur dis, vous savez, vous êtes 20 dans moi. Que ce soit un homme, une femme, un Parisien, un provincial, je m'en fous comme de l'an 40. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous éclater. Parce que si vous vous éclatez, l'émission sera belle. Ce que je veux, c'est que vous puissiez aller au bout des choses pour vous. Et donc, c'est tellement fort. Merci Charlie Parsons de l'avoir inventé. Comment ça se passe le casting ? Parce que c'est ça qui est important. Moi, je suis pas dans le casting. Je suis pas dans le casting. Tu sais bien un peu comment. Oui. C'est quoi ? Il y a le méchant, il y a le gentil. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas des rôles. Mais non. Le but du jeu, on essaye d'avoir une espèce de photographie de la population française. Et si tu as une photographie de la population française, t'es pas loin de la photographie des téléspectateurs de TF1. Donc, il te faut effectivement, il faut que toutes les couches socio-professionnelles, socio-culturelles soient représentées. Des jeunes, des moins jeunes, des CSP+, des étudiants, des ouvriers, des parents, des célibataires. Pas un truc genre ces deux-là ils vont un peu s'engueuler. Non, parce que on serait devin, mais on se trompe. Mais le nombre de fois où on s'est dit tiens, lui il va être comme ça, et en fait il est beaucoup moins. Et lui, tu vas voir, il est super sportif, mais je pense que sur le camp, et tu te rends compte que sur le camp, le mec, c'est MacGyver. Donc, on se trompe. Et on se trompe, par exemple, quand des gens abandonnent. Parce que si on avait pu soupçonner que cette personne-là, homme ou femme, n'ait pas la résistance pour aller au bout des choses, on ne l'aurait pas prise, cette personne-là. Tu vois, c'est ça qui est génial avec Koh-Lanta. On a un tel berceau de population, 25 000 à chaque casting, qu'on prend des gens. Alors c'est sûr qu'au moment où on a déterminé que ce type-là de 25 ans, coach sportif, était dans le casting et qu'on voulait absolument que cette personne soit là, on ne va pas prendre d'autres coachs sportifs de 25 ans. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains ne sont pris qu'à leur 7, 8e, 9e, parfois 10e candidature. Donc, encore une fois, le principe du jeu, il est tellement dingue. Ouais. C'est-à-dire que tu mets les caméras, tu leur dis attention, tous les 3 jours vous risquez d'être éliminé. Attention, tous les 3 jours vous pouvez gagner une belle récompense. Attention, si vous allez au bout des 40 jours, vous pouvez prendre 100 000 euros. Il va falloir vous entendre avec les gens. Il va falloir vivre comme Robinson Crusoe. Mais c'est ça la force de Koh-Lanta. Que fais-tu pendant que les candidats sont sur leur poteau ? Parce que être 4 heures sur un poteau, c'est dur, mais regarder quelqu'un être sur un poteau... Je ne regarde pas pendant 4 heures. Je ne reste face à eux en continu que quand ça devient très précaire et qu'on est à l'avant-dernière clavette, c'est-à-dire sur le poteau qui devient très étroit et où les mouvements peuvent entraîner une chute assez rapidement. Tu fais quoi alors du coup pendant ce temps-là ? Moi alors quand on parle de loge, c'est une tente avec un siège, une table, un ordinateur et on prépare le conseil du soir parce que qui dit poteau dit dernier conseil avec tous ceux qui vont arriver du jury final. Donc là, à ce moment-là, comme on n'a plus que les 3 derniers candidats, on a déjà demandé tiens, si c'est machin et machin qui sont sur les poteaux, qui est-ce que vous voyez, etc. Donc on prépare le conseil final. Et voilà, moi j'écris les 2 teasers que je vais faire sur le conseil final puisque je fais le teaser de l'avant-dernier conseil et du dernier. Donc voilà. En gros, c'est une demi-heure de poteau pour toi. Oh non, c'est temps que tu restes. Non, c'est un peu plus que ça parce que je suis au moins les dernières 40 minutes sûres. Et puis ensuite, tu vois, le début, je reste au moins 20-25 minutes. Non, je dirais que je suis la moitié du temps avec eux. J'ai vu que les techniciens, depuis je sais pas quelle saison, ils devaient avoir des chaussures fermées. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors,
je vais rendre à Franck Firmin-Guillon ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il était... C'est qui Franck Firmin-Guillon, c'était le président d'ALP. Il en avait ras-le-bol. La boîte de prod qui produit Koh-Lanta. Adventure Line Production. Et Franck Firmin-Guillon, il en avait ras-le-bol de voir que des mecs se cassaient un doigt de pied ou étaient obligés de rentrer à Paris parce qu'ils s'étaient ouverts le pied, parce qu'ils étaient en tongs ou avec des chaussures ouvertes. Donc un jour, il a pris une super décision, même si c'est parfois contraignant. Il a dit, maintenant, vous débrouillez comme vous voulez, tout le monde avec des chaussures fermées. Donc on a tous des chaussures fermées, ce qui réduit considérablement le risque. C'est pas des grosses blessures, mais quand tu te casses un doigt de pied ou que tu as 4 points de suture sous le pied, eh ben, tu peux plus travailler sur Koh-Lanta. Donc tu es obligé de rentrer, donc tu es obligé d'être remplacé, parce qu'on travaille à flux tendu. Quand quelqu'un rentre... C'est un coup. Ben, voilà, donc à un moment, et je crois que les gens sont contents parce que, encore une fois, je repense toujours à ce photographe qui est monté avec des chaussures non fermées, glissantes dans un bateau, qui s'est pété 2 doigts de pied instantanément. On était à peine arrivé. Ouais. Voilà, il n'avait pas forcément complètement le pied marin, mais avec des chaussures fermées, avec des baskets, ben, ça n'aurait pas eu lieu. Alors, il y a tes chemises. Tu en as plusieurs de chemises et tu as des patchs pour ne pas se tuer. Alors, je crois qu'au début, c'était des serviettes hygiéniques qui se sont transformées. Ben, ça existe maintenant, il y a des patchs. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Et que bah, voilà, j'essaye, un peu comme un comédien de ce côté-là, bah, d'être toujours nickel et d'avoir les chemises les moins mouillées possibles. C'est pour ça que j'ai souvent des chemises très foncées. Combien de chemises ? Sur chaque jeu, j'ai 4 chemises. Okay. Mais qui peuvent tourner. C'est-à-dire que la première, une fois qu'elle est trempée, que je me suis changé, elle sèche au soleil et je peux mettre la deuxième puis la troisième et avant de penser à la quatrième, je remets la première qui a séché. Mais voilà, et je mets un t-shirt en dessous. Alors quand il fait 40 degrés, je te laisse imaginer, t-shirt, jean, chaussettes, chaussures, chemise et patch. Effectivement, patch sous les bras qui permettent d'éviter les auréoles. Mais encore une fois, je mets des chemises en jean, beaucoup, ou des chemises épaisses et foncées, ce qui atténue tout ça. Mais on a travaillé au fil des années et on est devenu de plus en plus compétent pour éviter tout ça, sachant qu'ensuite, au montage, si tu es obligé d'effacer les traces de transpiration, c'est un peu emmerdant. Est-ce que tu as la solution pour lutter contre les moustiques ? Alors, j'ai la solution personnelle, c'est que j'ai beaucoup de chance. C'est que moi, c'est le sang. Ben ouais, tu ne te fais pas piquer. Voilà, moi je me fais pas piquer, ou très très peu. Donc, déçu par la réponse. Donc, mais... voilà. Ben ouais, non. Et je dis toujours, souvent, mon assistante me dit, regarde, j'ai plein de boutons. Mais je dis, non, c'est assez injuste. Et ce qui est très gênant, plus que les moustiques, c'est ce qu'on appelle les chytras, ces espèces de petites bestioles microscopiques qui vivent dans le sable et qui peuvent te piquer. Et parfois, tu peux avoir, tu sais, vraiment des milliers de boutons. Ça passe sous la peau, quoi. Ouais, au niveau des chevilles, ça c'est dur. En tout cas, quand tu arrives dans ta chambre sur Koh-Lanta, tu as un kit avec de la crème solaire et avec un kit pour tes vêtements et pour ta peau contre les moustiques. Même chose pour les candidats, je tiens à le préciser. Tu goûtes tout ce que les candidats sont susceptibles de goûter. Tu as déjà goûté un œil de barracuda. Ouais. Question logique, quel goût ça a, un œil de barracuda ? L'œil de poisson, globalement, ça n'a pas beaucoup de goût. Ce qui est embêtant, c'est la texture, parce que ça croque sous la dent, c'est pas très agréable, ça ressemble un peu à du cartilage de poulet, donc c'est pas bon. Mais autrement, c'est plus le goût d'eau salée, c'est pas ce qu'il y a de pire. Voilà, je pense que ce qu'on a fait de pire, c'était du poisson fermenté, très prisé en Polynésie. Et là, franchement, rien que l'odeur, moi, ça me fait tourner de l'œil. Je l'avais goûté pour voir. Alors, c'est beaucoup plus difficile à sentir qu'à manger. Mais je te jure, c'est horrible. J'ai appris que l'épreuve des poteaux, en fait, c'est une spécificité française qui n'existe pas forcément dans les adaptations étrangères, qui a été conçue par Yann Le Gac, qui est donc le père Fouras de Fort Boyard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable? Yann Le Gac, il y a beaucoup d'infos. Yann Le Gac, c'est la star de notre programme. C'est un type incroyable. J'ai toujours dit que je rêverais d'écrire un roman sur cet homme-là, tant son histoire est fabuleuse. Il a commencé comme danseur étoile. Danseur étoile chez Béjart. D'abord acrobate dans un cirque. Béjart, à un moment, dit moi j'en ai ras-le-bol de la voie royale uniquement par les petits rats de l'opéra. Moi je veux aussi des athlètes, des acrobates. Et donc il est allé dans un cirque. Et il a dit toi, je veux que tu bosses avec moi et je vais te faire de toi un danseur étoile. Il a dansé dans les plus grands théâtres, de la Scala de Milan au théâtre Colonne de Buenos Aires. Et puis ensuite, effectivement, il est devenu le père Fouras et il est devenu producteur des jeux de Koh-Lanta. Il a une imagination débordante.
C'est un type étonnant. On m'a dit que les preuves des poteaux, c'est parce qu'il avait vu des pélicans qui se posaient. Tu sais ça? Pourquoi il a eu l'idée? Là, tu me l'apprends, mais à chaque fois, je dis, mais où est-ce que tu as trouvé ces jeux? Enfin, il fourmille d'idées. Ouais. C'est quelqu'un qui a dépassé les 70 ans, mais qui est encore dans une forme et qui a un petit truc en plus. Personne dans notre équipe ne peut prendre la place de Yann Le Gac, parce qu'il est unique. Il est unique. Et puis, c'est... Alors, mais pendant très longtemps, il était encore capable, c'était notre grand défi, il était capable de me faire le grand écart facial devant moi, juste pour blaguer un soir, et notamment, il pouvait faire ça sur un bar. À quel âge? 60 ans passés. Je te propose qu'on parle un peu de toi. Parce que j'ai le sentiment que tu es très populaire, ça c'est sûr, mais que les gens te connaissent assez peu. Finalement. Donc moi j'ai regardé un peu, hein. Je me suis intéressé, et je me suis dit Denis Brognard, alors j'ai regardé plein de trucs, plein d'interviews. Ce que je te propose, c'est que je te dise un petit peu ce que j'ai vu, que tu me dises si c'est vrai, si c'est faux. D'accord. À l'abri que j'ai fait des erreurs, je pense pas, mais on va voir. Bon, on commence par le début. Le début, je crois que ton truc à toi, c'est le journalisme et le sport, pour résumer grossièrement. C'est clair. C'est une vocation. Exactement. Ton ambition, c'est commenter le foot à la télé. À l'époque, mon idole, c'est Thierry Roland. Thierry Roland. Et tu commences donc ta carrière à la radio, Radio France Normandie, Caen. Ouais. Comment ça se passe? Écoute, j'en parle souvent avec mes enfants, il faut avoir du culot dans la vie. J'ai poussé 2 portes. J'étais étudiant en première année d'école de journalisme et je rêvais de travailler. Et j'avais fait mes études universitaires avant l'école de journalisme à Paris, l'IPJ. Je les avais faites à Caen, ces études-là. Donc, je pousse la porte de Ouest France. Michel Lenéel, qui était le patron des sports, et je lui dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite place d'observation pour moi, puis s'il faut grafouiller 3 trucs, des résultats le dimanche, etc., je peux être là tous les week-ends. C'est sympa, mais non. En gros, mais le type sympa, hein. Et puis derrière, je fais la même chose à Radio France. Et là, je tombe sur mon premier Pygmalion, Francis Gauguin, qui est un type extraordinaire, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, que je revois encore très souvent, qui m'a envoyé encore ses vœux il y a 2 jours. Un type que j'aime profondément. Sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a fait confiance. Je suis arrivé, je ne savais rien faire, comme n'importe quel étudiant en école de journalisme. J'ai quelques connaissances, quelques envies, mais il m'a permis de mettre un pied dans cette maison, de commencer par faire quelques petites interviews. Et puis finalement, j'ai été la cheville ouvrière de l'émission des sports du dimanche soir, où j'allais le samedi après-midi voir une compétition de hockey, le samedi soir une réunion de boxe, le dimanche matin un cross-country, etc., etc. Et je bossais nuit et jour le samedi et le dimanche. J'aime bien rappeler ça. Ce que me rapportaient ces 2 jours-là était inférieur à ce que me coûtait mon billet de train aller-retour pour venir de Paris. C'est-à-dire que je payais pour travailler. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai appris mon métier. Tu parlais de Francis Gauguin, donc rédacteur en chef à Caen. C'est la notion de Pygmalion, c'est-à-dire des gens qui t'ont fait confiance, quoi, qui t'ont mis le pied à l'étrier. C'est capital. Et je crois que t'en cites, de manière générale, il y en a peut-être plus, mais t'en cites 3. Ouais. Donc Francis Gauguin, Jeanne Sacomano, et puis Xavier Couture, à TF1. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que finalement, avec le marché du travail qui est un peu... J'espère que ça existe. Parce qu'il y a les études, il y a ce que t'es, il y a la rencontre, il y a l'échange. Parce que, tu vois, je ne répondrais pas de la même façon si c'était pas toi en face. Enfin, tu vois, ce serait différent avec quelqu'un d'autre, ce serait différent. Donc, bien sûr qu'il y a... Il y a l'humanité, quoi. Mais il y a de l'humanité. Tu vois, quand Eugène Sacomano me fait confiance... Ah oui, alors ça, c'est marrant. Mais c'est fou. Comment ça se passe? Raconte. Conférence sur l'histoire d'Europe 1. J'arrive, je suis étudiant en journalisme, je travaille déjà à Radio France à Caen, et je dis, voilà, moi, Caen, d'accord, et ça m'intéresse pour le multiplex, vous connaissez le foot? Je dis, j'adore le foot, etc. Mais c'est tellement brutal comme réaction, je ne m'y attends tellement pas, que je ne fais pas ce qu'il me demande. Il me dit, amenez-moi une cassette. À l'époque, on parlait des cassettes. Et puis, c'était pas par mail, ça n'existait pas, il n'y avait pas de mail et tout ça. Hein. On est dans les années 90. Parce qu'il te propose un boulot, quoi. Il te connaît pas. Et moi, j'ai pas de portable, il n'y a pas de portable encore à l'époque. Mon père m'avait ramené un téléphone avec un répondeur. Et à l'époque, tu n'avais pas beaucoup de messages. Quand je rentrais, que j'avais 1 ou 2 messages, j'étais super content. Et là, bonjour, c'est Eugène Sacomano, j'attends toujours, je vais garder votre numéro de téléphone, j'attends toujours votre CV, la cassette, parce que ça m'intéresse encore.
Mais là, j'ai fait mon CV en une demi-heure. J'ai pris la cassette. À l'époque, je roulais à vélo dans Paris. J'ai traversé Paris, rue François 1er. Je lui ai donné ça. Europe 1. Europe 1. 10 jours après, je commentais Caen Saint-Étienne au stade de Venoy. Et c'est le début de ma carrière. Et sans Eugène, j'ai pas ça. Parce que derrière, je fais le Tour de France, parce que derrière, je suis repéré par les gens de la rédaction d'Europe 1, parce que je deviens salarié de cette maison, parce que je passe des années extraordinaires, parce que je suis sur la pelouse pour la finale de la Coupe du Monde de 98. Sans Sacomano, je fais pas tout ça. Et tu vois, quand je te disais qu'il a fait confiance à un jeune, il savait pas. Je pense qu'il n'était pas très au fait. Il n'était pas très au fait des comment on appelle ça, des écoles de journalisme à l'époque. Je suis à l'IPJ, ok, je pense pas qu'il sache. Lui, il sortait pas d'une école de journalisme, Sacco. Et pour la petite histoire, le mec que je remplace à Europe 1 sur le multiplex à Caen, c'est le type de Ouest France qui m'a pas pris en stage. Ah, c'est marrant. Mais avec qui j'ai eu des excellentes relations. Il est malheureusement parti aujourd'hui, Michel Lenéel. Mais voilà, c'est des moments comme ça. Et Eugène, et je le disais après son décès à son épouse, mais j'en ai des frissons quand je te le dis. C'est un type qui a bouleversé ma vie, comme Francis Gauguin. Mais alors, c'est plus important que les études, c'est plus important que les diplômes, ces rencontres avec des gens, et des gens qui te font confiance, mais des gens qui sont exigeants. Mais est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est un moment? Je déteste ce mot. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Mais finalement, parce que les gens vont écouter ça, vont se dire, ah bah oui, alors en fait, il y a un mec, au début, à Caen, il l'a fait bosser, après, Eugène Sacomano l'appelle, lui laisse un message sur... Dans quelle mesure, en fait, c'est juste de la chance, un moment, ou c'est toi parce que... C'est une opportunité, mais que j'ai saisie. Moi, je dis toujours, et je passe mon temps à le dire à mes enfants, et quand je donne des conférences de motivation dans les entreprises, je dis toujours, arrêtez de parler de la chance. Sur Koh-Lanta, quand on me dit, j'ai perdu parce que j'ai pas de chance, ou j'ai gagné parce que j'ai eu de la chance. Non, t'as perdu parce que t'avais pas forcément les compétences, le niveau à l'instant T. Et puis il y a un petit facteur chance, mais t'as gagné aussi parce que t'avais plus de potentiel que les autres. Je dis toujours que le travail, c'est 60%, le talent, c'est 20%, et la chance, c'est 20%. Et tu peux bouger le curseur de 5% dans tout ça. Mais ça n'existe pas. Tu ne réussis pas qu'avec de la chance. Et bien sûr, mais j'ai eu l'envie d'aller rencontrer Sacomano, de discuter avec lui. Je me suis senti bien parce que le mec, il m'a fait confiance tout de suite, parce qu'il m'a écouté, parce qu'il m'a parlé. Mais t'as vu... entre guillemets, l'opportunisme, c'est que je m'en suis voulu après de ne pas lui avoir envoyé tout de suite ma cassette. C'est ça qui est fou. Nul. C'est ça qui est fou. Parce que la chance arrive, tu ne la saisis pas, elle revient et là tu la prends. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais il doit dire ça à tout le monde. Ouais. Non mais, tu vois, en gros, je rentre chez moi, je suis content, j'ai rencontré Eugène Sacomano. Tu vois, je te parlais de Thierry Roland, mais Eugène, c'est un mythe pour moi. Ce monsieur, tu vois, il est tout petit bonhomme avec une voix, avec j'adore, voilà, oh là 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 là. Eugène, c'est un type qui m'a transcendé. Et je me dis, mais bon sang, mais comment je n'ai pas pu dans l'instant lui envoyer tout ça? Et tu vois, la chance, c'est pas de l'avoir rencontré. La chance là, c'est qu'il me rappelle. Voilà. Alors, tu as eu beaucoup de chance avec le téléphone quand même, parce qu'il y a aussi Xavier Couture qui un jour t'appelle alors que tu bosses pour Europe 1. Alors ça, tu l'as raconté dans plein d'interviews, mais je veux bien qu'on en reparle parce que c'est assez marrant. Phrase obscure, une histoire de fakir. Raconte-moi un peu. Moi, je connais pas du tout les arcanes de TF1 à l'époque. Xavier Couture, je connais ce nom, mais je ne sais même pas quelles sont ses fonctions à TF1. T'as quel âge à l'époque? À l'époque, j'arrive à TF1 en 99, donc j'ai 32 ans. Et je suis à Europe 1, je suis bien à Europe 1, mais comme je te l'ai dit, moi je rêve de faire du sport et à la télévision et TF1, enfin tu vois, c'est une grande maison. Et là, effectivement, je reçois un coup de téléphone de Xavier Couture qui me laisse quasiment pas parler, mais qui me dit Denis Brognard, oui, c'est Xavier Couture à TF1. Vous avez une voix de fakir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand je dis vous, et je pense qu'il m'a jamais dit vous, il me dit t'as une voix de fakir. Donc là, une voix de fakir. Ouais. Il dit t'inquiète, c'est positif. On peut se voir demain 15h? J'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Putain, t'as le mec de TF1, donc ensuite, tu vois, je suis allé discrètement. Et qu'est-ce qu'il fait exactement, Xavier Couture? Je savais qu'il était patron des sports, mais je savais pas qu'il était patron de l'antenne à l'époque. Et là, je regarde même pas mon agenda. Je me dis 15h demain, je serai là. Quoi qu'il arrive, j'enlèverai tous les autres rendez-vous. Et me voilà dans la tour de TF1, au 13e étage, vue sur la tour Eiffel.
bureau carré en marqueterie, le type costard italien, beau gosse, la tchatch. Et là, on discute. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais il dit, j'ai envie que tu viennes bosser avec nous. Je peux pas t'embaucher pour l'instant. Alors que moi, je suis en CDI à Europe 1. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est pas de la chance. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient dit à ce moment-là, ouh là là, tu me proposes d'être pigiste? Et moi, j'ai la sécurité à Europe 1. Mais il me propose un peu plus d'argent. Il m'assure un certain nombre de piges par an. Par mois, donc par an. Et il me dit, dès que je peux, je t'embauche. Mais c'est toujours risqué. Parce que tu sais pas comment ça va se passer. Mais je rentre, et puis tu vois, ça se bouscule dans ma tête. Et puis, il se trouve qu'encore une fois, Xavier Couture, c'est le patron de l'antenne et c'est aussi le patron des sports. Donc, c'est là qu'il me parle de Koh-Lanta, c'est là qu'il me parle de Domino Day. Il dit quoi, d'ailleurs, la première fois qu'il te parle de Koh-Lanta, qu'est-ce qu'il te dit? Il me parle pas de la présentation, puisque c'est Hubert Auriol qui présente. Oui, la première année, on l'oublie, hein, c'est Hubert Auriol qui présente, toi, tu es la voix off. Exactement. Mais Hubert, voilà, un, c'était pas son métier. Deux, il était patron du Paris-Dakar. Donc, il n'avait pas forcément le temps. Et puis, je sais même pas, j'en ai jamais vraiment rediscuté s'il avait l'envie de le faire. Mais tu vois, quand tu arrives et que t'es pas journaliste au départ, c'est un peu compliqué. Le montage balbutie, compliqué. La première version est mise à la poubelle, la deuxième pareil, la troisième. Et c'est là qu'on me dit, Pierre Denis, ce serait bien, on va narrer le truc et on a besoin d'une voix off. Et ma fameuse voix de Fakir arrive et c'est là que je fais la voix. Et les audiences sont bonnes. Et on sait que Hubert ne fera pas la deuxième saison. À ce moment-là, alors que c'était en access prime time le week-end, on envisage, compte tenu des scores, de mettre ça en prime time. Et là, naturellement, on me propose d'abord de présenter la dernière émission de cette première saison, mais qui n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, c'est une émission hyper importante, en direct, où la révélation du gagnant se fait là. Alors qu'à l'époque, ça se faisait sur place en Thaïlande. Puis cette dernière émission, qui était en troisième partie de soirée à minuit passé, c'était l'occasion de faire une espèce de feu de camp fictif dans un studio à Paris pour retrouver tout le monde. Mais il n'y avait aucun objectif. Et Hubert ne pouvait pas la présenter, je me souviens, parce qu'il était sur un truc... il ne pouvait pas la préparer. Donc il ne pouvait pas la présenter, donc il était là avec les candidats, et puis moi, je la présente. Puis de fil en aiguille, on dit, tiens, ça ne te brancherait pas? Bah si, moi j'aime l'aventure, le voyage, le dépassement de soi, le sport, ça correspond à ce que j'aime. C'est marrant, je te coupe parce que moi, j'ai pas connu ça, à cette époque-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté hyper artisanal. Mais oui! Il y a un mec qui t'appelle au téléphone, après on te dit, t'es là, vas-y, présente Koh-Lanta. Non mais non. C'est vrai ça? Non mais c'est un peu ça. Non mais je dis toujours à TF1, mais vous avez eu vachement de culot. Bah oui. Parce que... à l'époque, t'es pas connu. Mais je suis connu des gens qui regardent le JT, qui voient de temps en temps montrer ma bobine après un match de foot, un match de rugby ou sur un rassemblement de l'équipe de France. Mais que ça. Donc, et les gens du milieu me connaissent parce que j'ai été journaliste à Eurosport, à Europe 1, et donc là. Mais ils prennent un risque quand même. Comment ça se passe quand on devient connu? Ma première saison d'animateur au Costa Rica en 2002, je suis dans un camion bâché avec tous les candidats. Mais comme ils ne me connaissent pas, ils pensent que je suis un candidat comme eux. Et ils me comprennent que je suis animateur qu'au moment où je descends du camion. Et je leur dis, bon les aventuriers, venez vers moi, prenez votre sac, regardez de quelle couleur vous êtes. Ok, les rouges, vous êtes les machins, vous allez partir par là. Les jaunes, vous êtes les machins et vous allez partir par là. Et là, je me souviens, là, t'en prends un coup sur ton ego, même si l'ego, il est quand même assez mince à ce moment-là, de dire, il y a un mec qui dit, ah bah ouais, je comprends pas, je sais pas qui t'es toi, mais enfin, on nous avait dit que c'était la gaffe qui allait présenter. Donc tu vois, c'est des choses qui sont assez rigolotes comme ça, mais petit à petit, tu rentres dans les foyers des gens. Je vais pas être vexant, mais en fait, ça m'aurait fait marrer de voir Koh-Lanta par Vincent Lagaffe. Je me demande à quoi ça ressemble. Tu sais quoi? C'est un des animateurs qui m'a, en premier, envoyé un message de félicitations. Ah ouais? Il était vraiment dans la boucle? Mais pas du tout, pas du tout. Ah, d'accord. Il n'était pas du tout dans la boucle. Mais il y a des gens qui, tu sais, les fameuses indiscrétions, et encore à l'époque où j'ai commencé Koh-Lanta, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout ça, mais Vincent, c'est un type qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours donné des conseils, qui a toujours été d'une bienveillance et d'une prévenance avec moi. Donc voilà, ça m'amuse toujours. Et il le dit encore aujourd'hui, il dit, s'il y a bien une émission que j'adore, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est 100, 200 personnes qui bossent ensemble, quoi. C'est un peu plus de 100 Français et on multiplie par 2 avec les locaux, en l'occurrence en ce moment les Philippins, qui sont dans des postes très spécifiques, à la construction, à la régie, voilà. Et parfois aussi dans des domaines techniques, puisque les Philippins sont extrêmement bons, que ce soit au niveau du son ou de la caméra. En quoi t'es devenu meilleur? Là, ça fait bientôt 23 ans que tu fais Koh-Lanta. En quoi aujourd'hui t'es meilleur qu'il y a 23 ans? L'aisance, la
la responsabilité très importante que je peux avoir sur ce que je dis, ce que je fais, la collaboration très étroite que j'ai avec le producteur de Koh-Lanta. Enfin voilà, je suis le plus ancien de cette émission aujourd'hui. J'aime pas dire que je suis la mémoire, mais en tout cas, je l'aime viscéralement, cette émission. Elle me passionne. Encore aujourd'hui, je n'éprouve aucune lassitude. Et j'ai envie de te dire que l'animation, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il y a une collaboration de tous les instants sur quoi faire, comment faire. Et c'est ça qui est magique. Et ça, tu vois, j'ai aucun titre par rapport à ça. Je suis producteur de rien. Mais j'appartiens à cette équipe et je suis super content, tu vois, d'avoir justement, par l'expérience et par l'aisance acquise au fil des années, ce temps, cette ouverture d'esprit pour faire de ce métier un métier extrêmement complet qui dépasse grandement l'animation pure et dure. J'étais pas le meilleur la première année, je manquais d'aisance. Je me souviens très bien de Franck Firmin-Guillon qui était à la direction artistique de TF1 et qui était venu avec moi sur le tournage au Costa Rica, qui me disait « le sourire Roger Zabel », et on répétait dans l'eau, dans les vagues du Pacifique, on répétait les plateaux. Parce qu'il faut sourire à la télé. Bah, il faut sourire, bien sûr. Et on est là pour transmettre quelque chose. Si tu transmets un visage qui fait la gueule, les gens, ils n'ont pas envie de venir te voir, quoi. On est dans un métier d'image, donc on fait attention à son image, c'est normal. L'animateur de télévision ou le journaliste qui passe à l'antenne qui dit « Oh non, moi, je m'habille n'importe comment, je m'en fous », il te ment. Ouais. C'est pas possible. Ou celui qui dit « Ouais, je fais ça, tu sais, je pourrais faire autre chose. Hein. Je pourrais être épicier, chirurgien, gendarme. » Non, on fait ce métier parce qu'on a eu envie. T'es obligé, tu peux pas. Tu vois, je prends l'exemple de Jean-Luc Reichmann. Reichmann, il était derrière, il faisait la voix off. Il est passé devant parce qu'il kiffe de faire ça et ça se voit, ça se sent. Mais heureusement, parce que si tu kiffes pas de le faire, à coup sûr, tu le fais mal. Ouais. Quand tu kiffes de le faire, t'es pas toujours forcément dans le bon ton, mais au moins, t'as l'énergie, la motivation pour transmettre et pour partager avec les gens. Ouais, alors, c'est marrant parce que ce que tu me dis, parce que j'en parlais avec les personnes qui s'occupent de la communication de TF1, ouais. Qui m'ont servi un excellent café avant cette interview. Et on parlait de ça, et je leur disais, oui, et une des personnes de la com de TF1 me disait, tu vas voir, Denis Bourniard est très sympa, il n'a pas changé. Et du coup, je disais, mais il y en a qui ont changé. J'ai l'impression que c'est le cas quand même. Les gens changent une fois qu'ils deviennent connus, quoi. Tu sais, je pense que quand tu fais de l'antenne et que tu partages des moments avec des gens qui font de l'antenne, tu n'as pas la version naturelle, forcément, des gens. Moi, je me souviendrai toujours, et je tairai son nom, mais un chanteur m'a dit un jour, tu sais, c'est beaucoup plus difficile de jouer un rôle que d'être soi-même. Donc, comme moi, je suis feignant, je ne joue jamais de rôle. Et c'est vrai que j'essaye de m'appliquer ça à moi-même. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, je mets pas mon masque d'animateur, j'essaye d'être toujours le même avec les gens. Et je crois que c'est ce qui m'a permis de créer cette proximité avec les gens. Parce que c'est pas compliqué. J'aime aussi ce métier parce que j'aime les gens, parce que j'adore partager avec eux, parce que j'aime les rencontrer, parce que j'aime sortir de ce petit écran pour partager et pour aussi peut-être délivrer un peu un autre message et montrer, parce que c'est important pour nous aussi, montrer que finalement, tu sais, on me dit toujours, quand on bosse à la télé, on est con ou on a la grosse tête. Mais il y a autant de gens, dans n'importe quel métier, je pense qu'il y a le même pourcentage de gens qui ont la grosse tête, qui sont désagréables. Et puis, c'est pas parce qu'un jour, t'es mal luné. Je te prends un exemple. Un jour, je suis sur une station d'autoroute, je porte une de mes filles qui est toute petite, donc tu vois, la plus jeune de mes filles a 18 ans aujourd'hui. Elle me vomit dessus. Ah oui. Et là, t'as quelqu'un qui me court, une photo. Non, on va pas faire une photo. Voilà, j'ai sans doute été très désagréable. Si tu rencontrais cette personne aujourd'hui, elle te dirait « Oh, Bourniard, quel con !» Voilà. Mais je crois que... Est-ce que ça a changé avec les réseaux sociaux ? Non, pas tant que ça, parce que je m'interdis aussi, je mets des garde-fous très forts, très puissants et très solides. C'est-à-dire, je ne parle jamais de politique. Je ne parle que de ce qui fait mon quotidien d'homme public. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est pas mon rôle de faire ça. Je suis un citoyen comme toi, comme ceux qui nous entourent ici. Je n'ai ni plus de droits ni plus de prérogatives de dire je pense ça, je dois faire ça. Donc c'est très important. Maintenant, partager un voyage, partager une expérience sportive, culinaire. Mais tu me verras jamais. Je me suis toujours refusé, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, à mettre mes enfants en images. T'as 4 enfants. Hein. 4 enfants. 24, 2 de 20 parce que j'ai des jumelles et une petite dernière entre guillemets de 18 ans. Et tu vois, j'ai aucun de mes enfants qui est influenceur, j'ai aucun de mes enfants qui se revendique
être, entre guillemets, mon fils ou ma fille. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui, parce que je leur dis toujours, ma vie n'est pas la vôtre. Aucun veut faire de la télé? Aucun. J'ai une de mes filles qui aimerait devenir journaliste. C'est pas encore totalement précis dans sa tête. Voilà. Mais Quel conseil tu lui donnes, du coup, quand elle dit qu'elle veut être journaliste? Ben, je lui dis, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Donc si tu as cette vocation, si tu as envie de faire ça, si tu as envie de kiffer ça, mais n'oublie jamais, tu bosseras sans doute le week-end, tu bosseras pendant les fêtes, tu bosseras peut-être pendant les vacances, là où tes potes, eux, ne bosseront pas. Mais c'est aussi un métier de passion. Si ma fille peut être aussi passionnée, aussi heureuse que moi dans ce métier, mais je lui dis, mais fonce à en perdre haleine, tellement c'est un métier, quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, je ne les ai jamais incités à faire ce que je fais. Et aucun, par exemple, n'a cette envie. Et pourtant, Dieu sait s'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de ça. Aucun n'a envie d'être connu. Aucun n'a envie d'être un influenceur, de multiplier les followers sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont dans l'air du temps parfaitement. Ils se servent des réseaux sociaux. Mais voilà, leur grand plaisir, leur grande fierté, c'est de faire quelque chose et qu'à la fin, il y ait plein de gens qui ne savent même pas que ce sont mes enfants. Une chose qui est peu connue sur toi, je l'ai entendu dans le podcast In Power de Louise Aubery, ta très courte même, expérience chez Nike. C'est qu'à un moment donné, tu es sur Europe 1, et puis on te propose un boulot apparemment aux Pays-Bas chez Nike Europe. Tu dis oui. Tu y bosses une semaine et puis tu te rends compte que c'est pas ton truc et tu reviens chez Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je trouve ça intéressant. J'ai été grisé à ce moment-là. En 96, Laurent Bocquillet, qui bossait chez Nike, me dit tiens, je vais partir et il cherche quelqu'un et je leur ai parlé de toi et ton profil les intéresse beaucoup. À l'époque, j'étais assez proche des deux grands athlètes, puisque je commentais l'athlétisme sur Eurosport notamment, et sur Europe 1, de Sergueï Boubka, le perchiste, et puis d'Hicham El Guerrouj, le spécialiste du demi-fond. Marocain. Et marocain, exactement. Et donc, bah, tu sais, on te fait miroiter des choses. Vivre à Amsterdam, dans un très bel appartement, avec un salaire quasiment doublé par rapport à ce que tu gagnes à la radio. À l'époque, je suis à Europe 1, en 87. Je viens de revenir comme salarié. Et là, bah, je perds les pédales. Mais vraiment, je perds les pédales. Et je dis, je vais voir Eugène Saccomanno, encore une fois, Eugène, et je dis, je vais partir. Perdre des pédales, ça veut dire quoi? Ben, je sais plus où donner de la tête. Je ne sais pas. Parce que on me propose Nike, mais au marketing sportif, tu vois, le sport marketing responsable pour l'Europe de l'athlétisme. C'est un super poste. On me laisse miroiter une voiture de fonction magnifique, un truc, le déménagement, le truc, une espèce de confort. Puis Nike. Ouais, c'est ta passion pour le sport, quoi. Voilà, Nike. Donc, j'y vais une première fois. Et là, en gros, bah, tu sais, c'est le Père Noël. C'est-à-dire que j'arrive là-bas, je discute avec des gens, je me rends compte qu'ils n'ont même pas de cantine, ils ont juste un truc pour acheter des salades le midi, ils font tous du sport. Il y a 27 sports proposés chez Nike. Dans une entreprise française, quand tu reviens avec les cheveux mouillés à 14h, on dit « Mais qu'est-ce que tu as fait à midi ?» Bah, j'ai fait du sport. « Ah ouais, d'accord. » Là-bas, c'est si tu reviens avec les cheveux secs, on dit « Dis donc, t'es blessé ?» Donc tu vois, et le truc, je repars avec 2 sacs pleins de fringues, et je rentre. Et puis, tu vois, bah, je dis « J'y vais. » J'ai pas d'enfant, tu vois, j'y vais. Et on me dit, bah, très bien, donc tu vas commencer finalement, on fait un stage à Holmenkollen, dans la banlieue d'Oslo, et là j'arrive. Et là déjà, tu partages ta chambre. Nous, on avait un métier où tu partageais... Je me retrouve avec un Suisse allemand sympathique, mais qui avait l'âge de mon père, et je me retrouve dans des salles de séminaire avec des paperboards et des trucs, et je me rends compte, si tu veux, que ce business-là, la vente, c'est pas fait pour moi. Et donc, au bout de 4 jours, je m'en vais. 4 jours? Ah ouais, 4 jours, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ils m'ont pas menti du tout sur ce que j'avais à faire. Mais moi, je m'étais menti à moi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma vocation, c'était celle d'être journaliste, c'était celle de transmettre des choses, d'être un vecteur entre des gens qui regardent la télé, qui écoutent la radio et d'autres qui agissent. Et voilà, un journaliste, il est là pour répercuter ce qu'il voit et le donner aux autres. Et donc je rentre, et j'avais dit à Eugène Saccomanno, je m'en vais. Et il avait essayé de me retenir en me proposant plus d'argent, etc. Et je suis revenu, mais de l'aéroport. C'est-à-dire que j'ai fait un Oslo-Paris, et je suis revenu, et je suis allé direct à Europe 1. 4 jours après? 4 jours après. Et je suis allé voir Eugène, je lui ai dit, écoute Eugène, je vais te dire la vérité, je me suis trompé. Et il m'a dit,
Ben, tu reviens. Non, mais tu vois, quand je te parle d'un Pygmalion, C'est remarquable quand même. voilà, exactement. Et il n'y a pas eu d'histoire d'argent, etc. C'est-à-dire que, tu vois, je suis revenu exactement comme j'étais, mais ça reste... Et tu te rends compte, si j'étais parti, j'aurais pas notamment... Alors, tout le reste après, mais moi, je pense, tu sais, ce qui était juste derrière, j'aurais pas couvert la Coupe du Monde de foot de 98, qui restera, on peut m'enlever tout. Ce moment-là, les matchs d'équipe de France, la finale... ça restera le point d'orgue de ma carrière de journaliste de sport. J'ai fait 2018, la deuxième victoire française. J'ai fait le titre de champion du monde de Stéphane Diagana à un moment où ça a été prodigieux à Athènes, etc. en 97. Néanmoins, voilà, si j'avais accepté cette proposition, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Je serais peut-être revenu un peu plus tard, ou je serais peut-être encore chez Nike. Parce qu'on me laissait entendre que je pourrais partir très vite bosser aux États-Unis. Tu avais le rêve américain. Enfin, il y avait des tas de choses. Mais et si je peux donner un conseil fort de cette expérience-là, c'est qu'il ne faut pas se laisser griser par les à côté. Il faut savoir exactement de quel bois on chauffe et qu'est-ce qui nous anime. Et moi, je me suis rendu compte que tu avais beau me proposer un enrobage fabuleux, financier, de confort, d'organisation. Si le noyau à l'intérieur, c'est pas ce qui te fait kiffer, ben, il vaut mieux rester avec un enrobage, certes, peut-être un peu moins reluisant, un peu moins brillant, mais avec un noyau fort et un noyau que tu maîtrises. Là, on est chez TF1, effectivement, qui fête ses 50 ans. Toi, toute ta carrière à la télévision, tu l'as fait chez TF1. Ça fait 26 ans. Voilà. Comment tu as vu l'évolution de TF1 et comment tu juges TF1 aujourd'hui? Ben, c'est un compagnon, TF1, depuis 50 ans. Compagnon des gens. C'est un membre de la famille. Alors c'est vrai que c'est une famille qu'on consomme différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que, un peu, si je devais comparer, c'est avant, les enfants, ils sont toujours à la maison. La télé, elle était toujours à la maison. Aujourd'hui, TF1, c'est un peu comme un adolescent. C'est-à-dire que il vient pas. Tu picores quand tu le veux. C'est un peu la télévision à la demande. Et c'est ça l'énorme changement. Il y a TF1+, bien sûr. Il y a TF1, il y a tout un tas de programmes. On ne le consomme pas pareil, TF1. Ah ben, on le consomme en linéaire, encore quand même pas mal. Ouais. Il y a quand même plus de la moitié, j'ai envie de dire, les 3/4 des gens qui consomment en linéaire. Et puis ensuite, effectivement, tu le consommes à la demande, en replay. Et puis tu peux revoir des programmes du passé. Et puis tu as en plus, via TF1+, des films. Enfin, c'est une plateforme. La personne qui dirige TF1 aujourd'hui, c'est Rodolphe Belmer. Ouais. Là, c'est tout le mois. Tout le mois de janvier, TF1 fête ses 50 ans. Et il a écrit un mot sur LinkedIn que j'ai lu où il dit que le projet culturel de TF1, c'est justement de réunir les gens. C'est vrai, il a tellement raison. Et il se trouve que c'est un peu... Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bulles. C'est-à-dire que les gens, en fait, sont dans une sorte de bulle où ils regardent les mêmes contenus que leurs amis. Est-ce que quelque part, l'avantage de TF1 par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est grand public, c'est que ça réunit des gens différents? Alors qu'on est dans une époque de réseaux sociaux qui, en fait, fonctionne justement par sphère, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc important pour toi? Je pense que la télévision, c'est ce qui rassemble le plus de gens du plus grand nombre d'origines. Quand je parle des origines, c'est l'âge, c'est le milieu socio-culturel, socio-professionnel, les origines personnelles de chacun. Évidemment, rien... C'est rare aujourd'hui maintenant. Mais oui, il n'y a plus le service militaire, il n'y a plus le... Non, mais c'est pour ça que c'est important. C'est important de garder de grands rendez-vous. C'est important de garder les rendez-vous d'information. Moi, je trouve que c'est capital parce que ça réunit les gens à un instant T. C'est important d'avoir ces grands barnums de divertissement. C'est important d'avoir le sport. C'est important d'avoir des séries qui ensuite iront peut-être sur les plateformes, mais qui sont regardées par 7-8 millions de téléspectateurs. Je pense notamment à HPI. Et il n'y a que la télévision et la télévision populaire qui permet ça aujourd'hui. Et puis c'est aussi, n'oublions pas, moi j'y pense souvent, on était il n'y a pas si longtemps pendant les fêtes, c'est un compagnon, la télévision. Il y a énormément de gens qui sont seuls, et on parle des plus anciens, des plus vieux, mais il y a plein de jeunes qui sont seuls, et qui ont besoin aussi de ça, qui ont besoin de cette communauté créée par la télévision. C'est un truc que tu te dis, toi, quand tu fais Koh-Lanta, par exemple? Mais bien sûr, moi quand je présente une émission, je sais qui me regarde. Et je pense évidemment à ceux qui regardent, qui sont en pleine possession de leurs moyens psychologiques, physiques, mais je pense, tu vois, je reçois régulièrement des lettres de prisonniers, je reçois régulièrement des lettres de gens qui sont malades, des jeunes qui sont un peu perdus et qui se raccrochent à ça. Et je pense que la télé, et c'est pour ça que c'est génial de pouvoir fêter les 50 ans, c'est pour ça aussi que je crois que c'est important, et TF1 le fait si bien depuis des années, je prêche un peu forcément pour ma paroisse, mais c'est important qu'il y ait des repères.
Ouais. les repères des incarnants. Arthur, plus de 20 ans. Nikos, plus de 20 ans. Reichmann, plus de 20 ans. Mapom, plus de 20 ans. Et je pourrais t'en citer encore un certain nombre d'autres. Foucault, je t'en parle pas. Evelyne Delia, elle est là depuis toujours. Tu vois, des gens, et je trouve que c'est ça aussi dans cette maison où on dit toujours « Oh là là, TF1, ça doit être dur, hein, à moins de conneries dehors ». Mais non, parce que justement, il y a un côté, même si c'est une chaîne commerciale, une chaîne privée, il y a un côté très paternaliste, il y a un côté très famille, moi qui m'a toujours plu. Et quand on me disait, j'ai jamais su si c'était positif ou négatif, mais que j'étais un TF1 boy, mais je l'assume, je le revendique et j'en suis fier. Alors, je pourrais te servir la soupe et te dire c'est super. Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas un côté quand même un peu du coup de conservatisme? Et que la télé, du coup, c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus que des vieux qui la regardent, parce que ça se renouvelle pas assez, ça bouge pas, quoi. Alors, koh ça se renouvelle un peu dans les règles, Ouais. mais est-ce que tu penses que la télé se renouvelle assez? Je pense que la télé, elle est tellement concurrencée, elle est tellement challengée aujourd'hui qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et avec les formats. Regarde, la télé, c'est encore le carrefour du sport en direct, c'est le carrefour de grands événements de divertissement. Tu parlais de koh-Lanta, Voice, la Starac, etc. Mais C'est un peu les exceptions. T'as raison. C'est-à-dire le sport, le direct. On parle d'exception. Si tu mets bout à bout toutes les soirées que représente koh-Lanta, 1 ou 2 saisons par an, Voice avec Voice Kids, Voice classique, Ouais. plus Star Academy, ça te fait quasiment, pratiquement 1 voire 2 programmes par semaine. Et je t'ai pas cité Mask Singer qui est plus jeune, mais qui marche formidablement bien, Danse avec les stars. Donc c'est des grands barnums, tu vois, qui fonctionnent et qui sont aujourd'hui encore la chasse gardée de la télévision. Pareil pour certaines grandes séries, je pense à SPI. Maintenant, tu sais, plus que les incarnants ou plus que le vieillissement de la télévision qui est Voilà. réel, bah, regarde sur ces émissions. Mais ça t'inquiète pas, le fait que l'âge moyen du téléspectateur soit C'est 60 ans? Je suis pas inquiet parce que c'est la suite logique des choses. À l'époque, s'il y avait eu YouTube, tu penses que tu te serais lancé en créateur de contenu sur YouTube? Ouais, je pense. Je pense que je l'aurais fait. Tu vois, je l'ai fait un moment. J'envisage de le refaire. J'aurais envie de faire un peu plus de podcasts aussi parce que l'échange m'intéresse beaucoup. Oui, bien sûr. Bien sûr que j'aurais. Tu regardes YouTube d'ailleurs? Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts et je suis assez friand de ça. J'échange de temps en temps dans le cadre de podcasts aussi. Et ce qui me fascine, c'est que y a plein de gens dont c'est pas le métier, mais qui se lancent dans le podcast et qui sont finalement bons parce que les questions de quelqu'un qui a envie de rentrer dans ce que tu es ne sont pas forcément les mêmes que celles d'un journaliste qui aurait un côté un peu plus policier, un peu plus organisé par rapport à une structure intellectuelle acquise au fil des années, au fil d'une expérience et au fil d'études. Mais encore une fois, je pense que la télé, tu vois, moi j'ai encore plein de gens qui me disent « Oh là là, ce soir on s'est fait un plateau de sushi et on a regardé tous ensemble koh-Lanta ». Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et puis, je regarde, tu sais, quand on regarde des audiences, bien sûr qu'on regarde le nombre de téléspectateurs, mais je regarde qui est devant la télé. Ouais. Et quand je vois que sur koh-Lanta, on est à plus de 55% des jeunes à un instant T qui regardent koh-Lanta, quand je vois que les femmes responsables des achats de moins de 50 ans sont entre 30 et 40% devant koh-Lanta, ça veut dire quelque chose. Voilà, mais il en faut pour tout le monde. Et évidemment, plus on vieillit, plus on a entre guillemets de temps aussi pour regarder la télévision. Et je pense qu'il faut surtout pas non plus faire du jeunisme. Ouais. Voilà, à l'époque où moi j'étais gamin, mes grands-parents regardaient beaucoup la télévision parce qu'ils avaient plus de temps, parce qu'ils avaient moins d'énergie, parce que la télévision était un compagnon. Parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables aussi. Exactement. Mais je crois qu'aujourd'hui, la télévision, quel que soit le moyen de la consommer, c'est encore un compagnon important, quel que soit son âge. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que toi, tu fais des séminaires de motivation en entreprise. Donc j'imagine que le management, c'est quelque chose qui te parle. Comment gérer les hommes? Comment... Ouais, quelle conviction tu as sur ça? Je ne sais pas si j'ai des convictions. J'ai une expérience au travers de ce que j'ai pu vivre comme animateur, comme journaliste, au travers des échanges que je peux avoir avec des gens. J'ai beaucoup appris, par exemple, dans le monde de la Formule 1, quand j'ai présenté F1 à la Une pendant pratiquement 10 ans, où je me suis rendu compte que finalement, 800 personnes, 400 pour le moteur, 400 pour le châssis, étaient là pour gérer le destin de 2 pilotes et de 2 voitures. Voilà, avec des choses positives et négatives que j'avais pu enregistrer dans l'organisation de ces écuries. Et puis sur koh-Lanta, c'est une source inépuisable d'informations. Je dis toujours, j'essaye de mettre c'est difficile, mais les gens dans des cases. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait 4 grandes cases.
et c'est de là que moi je pars, c'est-à-dire la case idéale, c'est-à-dire que tu es avec des gens avec qui tu partirais en vacances les yeux fermés, donc avec qui tu t'entendrais bien pour les loisirs, avec qui tu partagerais peut-être les mêmes modes d'éducation de tes enfants, et des gens avec qui tu vas à la guerre dans le boulot. C'est-à-dire, donc c'est l'idéal, des gens que dans toutes les situations de la vie, ils peuvent être proches de toi. Tu as l'opposé, c'est-à-dire des gens en qui tu n'as aucune confiance professionnelle, avec qui tu n'as pas envie de travailler, et des gens avec qui tu n'as aucune appétence personnelle, donc avec qui tu n'as pas envie de passer ne serait-ce qu'une soirée. Donc ces gens-là, tu essayes au maximum, en tout cas, de réduire leur action auprès de toi. Et puis tu as les deux autres catégories qui sont beaucoup plus difficiles à cerner, c'est-à-dire les gens, dans la catégorie des gens, humainement, c'est top, c'est-à-dire que tu vas vraiment en vacances, tu partages les mêmes violons d'Ingres, etc. Mais dans le boulot, bah tu vois, il y a un manque d'appétence. Et puis, tu as l'inverse. C'est-à-dire des gens, mais dans le boulot, mais c'est des warriors, des gens qui sont extraordinaires, mais avec qui tu n'as aucun atome crochu. Voilà. Et comment tu fais avec ces 4 catégories? Il y en a sans doute beaucoup plus. C'est schématique, tout ça. Mais en tout cas, moi, quand j'ai ça en tête, j'essaye de m'imaginer dans les gens qui sont en face de moi, qui irait dans quelle case. Pour moi, le pire, c'est vraiment des gens avec qui t'es pote, mais dont tu ne reconnais pas de compétences particulières professionnellement, alors que tu es contraint, entre guillemets, de bosser ensemble. On va conclure par un sujet que tu ne parles jamais, mais qui m'intéresse à titre personnel, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens, parce que je crois que ta famille est assez catholique. Il y a une relation à la foi, et je crois que ta femme, tu l'as dit, est athée. Ouais. Est-ce que cette foi catholique t'a construit, et comment tu vis avec quelqu'un qui ne partage pas forcément cette foi? Comment tu te situes dans tout ça? Je dirais plus qu'une foi catholique, j'ai la foi. C'est-à-dire je crois en quelque chose après la mort. La question, et je me la pose tous les jours, c'est pourquoi je crois. Est-ce que c'est parce que j'ai peur du néant, et on en parle souvent avec ma femme, ou est-ce que c'est parce que je crois viscéralement à quelque chose dans l'au-delà? Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai le respect absolu de toutes les religions, et dès l'instant où on a la capacité à être capable justement d'avoir une foi maîtrisée, moi, c'est quelque chose qui m'aide. C'est quelque chose qui m'aide. Et c'est quelque chose, effectivement, c'est le seul vrai point de désaccord que j'ai avec mon épouse. C'est un point de désaccord majeur, quand même. Ouais, mais oui, mais parce qu'elle n'a pas peur d'après. Elle n'a pas peur du néant. Et j'aimerais être comme elle. Je pense que si je n'avais pas peur du néant, je serais peut-être comme elle. Mais tu sais, en plus, mes parents étaient très croyants. Je suis allé longtemps à la messe. Ma tante, la sœur de mon père, était carmélite. C'est ça. Le frère de ma grand-mère était prêtre. Donc voilà, je suis dans un univers, effectivement, où la religion avait une place importante, sachant quand même que j'avais des parents et un papa, et c'est pour ça que je pense souvent à lui, qui prônait, mais au quotidien, la laïcité. Voilà, et notamment à l'école. Moi, je ne suis jamais allé dans le privé. Voilà, l'école laïque, c'était pour lui quelque chose de très important, et il différenciait totalement sa foi de sa vie au quotidien. Et j'ai aussi ce souhait-là. Parce qu'on parlait de la mort, et c'est évidemment lié à ça, la foi. Moi, je suis hypocondriaque, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mes proches meurent, j'ai rien résolu par rapport à ça, et c'est vrai que c'est une vraie angoisse. C'est une vraie angoisse. Et voilà, et j'admire. Je ne sais même pas s'ils sont totalement honnêtes avec eux-mêmes, ceux qui disent « Bah ouais, bah moi, le jour où il faut mourir, bah ce sera comme ça, et je suis prêt, ou je serai prêt le jour où il faudra. » Bah moi, je ne suis pas prêt. Et plus tu vieillis, plus tu te dis, finalement, le sablier, Mais c'est aussi, si tu veux, c'est aussi ce qui entraîne, et je pense que c'est aussi une forme de foi. J'ai la foi dans l'autre, j'ai la foi dans l'au-delà, et j'ai la foi aussi dans ce qui peut augmenter la vie et réduire les écueils et la maladie. Tu vois, je suis parrain de la Fondation Rare pour la recherche contre le cancer. Mon père est mort plus jeune que je ne suis aujourd'hui du cancer brutalement. Voilà,
j'ai une peur viscérale de la maladie et tu vois, je me dis toujours que si je peux, jusqu'à mon dernier souffle, apporter mon énergie pour aider à la science, aider à communiquer pour récolter un maximum d'argent afin que les chercheurs trouvent, parce que j'en ai la conviction aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a l'argent, on va trouver la solution. Dans ma dernière partie de vie, quand j'aurais laissé la télévision, ou que la télévision m'aura laissé... tu penses j'ai 57 ans, forcément j'y pense, parce que j'ai pas envie... Tu sais, moi je considère que la période 60-75 est une période bénite des dieux. Voilà, quand tu es en bonne santé. Voilà. Mais ça ne veut pas dire ne plus rien faire, mais justement rendre un peu de la chance, puisqu'on en parle un peu, mais de la chance que j'ai pu avoir. Je voudrais, tu vois, je rêverais de pouvoir lancer ça. Si on pouvait faire 2 fois par an, une espèce de collecte, où on dise, OK, on est 70 millions de Français, on donne chacun 1 euro. Vous voyez, moi je suis père de 4 enfants, on est 6 à la maison, c'est moi en tant que père, je donne 6 euros. Et tout le monde donne ça. T'imagines 70 millions au premier semestre, 70 millions au deuxième. Ce serait extraordinaire. C'est la maladie qui nous touche tous. Voilà, si je peux me battre pour ça, c'est en ça aussi que j'ai la foi. Merci beaucoup et merci pour tout le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir, c'était très intéressant. J'espère que les gens te connaîtront un peu mieux du coup à la fin de cette vidéo. Écoute, j'espère aussi, et puis qu'on continuera à se tutoyer. On a réussi finalement. Orelsan, tu le connais? Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai? Et c'est drôle parce que il m'est arrivé un grand moment de solitude avec Orelsan. J'ai animé pour Adidas une grosse convention en Alsace, là, tu sais, ils ont une espèce de cabaret dans le nord de l'Alsace, je ne sais plus où c'est, là. Kervillers. Et ben, j'ai animé le truc là-bas. Et là, donc, Adidas l'avait réservé et Orelsan était l'artiste. Et je présente et Orelsan, il commence à chanter, je sors et en sortant, je me prends les pieds dans une prise, je débranche le truc, ça débranche tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors qu'il chantait, que le micro marchait, les lumières, tout, on se retrouve dans le noir complet. C'est-à-dire que c'était vraiment l'alimentation générale. Donc là, il y a un mec qui s'est précipité, qui a rebranché le truc, tu vois. Et je suis remonté. Bon, désolé, voilà, c'était drôle.